Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour ce numéro de reprise, le premier de cette troisième saison de French Big Ballers avec vous. Au programme, un rapide récapitulatif des derniers mouvements au sein de l'effectif, un retour sur cette pré-saison et un coup d'œil sur le calendrier, à quelques heures du season opener face aux voisins des Clippers. Mais avant, laissez-moi vous présenter les deux énergumènes qui seront là avec moi ce soir. Il bout d'excitation depuis le premier match de la pré-saison et le premier pick and roll LeBron AD, si bien qu'il est obligé de s'enfermer dans des stéréotypies à base d'écoute interminable de morceaux de rap, sinon il déverse surplus d'énergie en crachant sur les autres franchises comme les Kings de Buddy Hield. Nas, comment ça va? Salut Clément, salut à tous, super présentation comme toujours. Écoute, vraiment extrêmement excité là pour le match de cette nuit contre les Seattle Clippers. Ça va s'annoncer vraiment, ça va être incroyable, une saison incroyable et très heureux d'être de retour sur le podcast pour cette troisième saison. Recherché par Interpol pour recel de livres politiques allemands des années 30, interdit jusqu'alors à la diffusion et obligé de fuir la civilisation tout l'été pour échapper à cette traque, il nous revient avec une barbe digne de James Harden mais un bilan sanguin aussi riche en fer et vitamine B12 que le compte en banque d'Allen Iverson. Adrien, comment vas-tu? C'est la meilleure ça depuis qu'on a commencé, franchement. C'est vraiment mythique. Écoute, merci Clément pour cette super présentation. Écoutez, très très heureux de vous retrouver ce soir. Et puis en avant pour cette troisième saison du podcast qui, ma foi, j'espère sera couronnée de succès cette année. On commence par les trois actualités qui ont rythmé les derniers mois de cet été. Messieurs, le premier c'est DeMarcus Cousins, puisque alors qu'il s'entraînait en vue de la saison à venir, DeMarcus s'est déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche, laissant le pivot sur le carreau pour au moins 6 mois, probablement pour toute la saison. Pour atténuer la peine de perdre un Real Factor X pour la saison régulière, les Lakers ont ainsi pu réconforter leurs fans en ramenant à la maison une légende. Après Thierry Henry à Arsenal, Carlos Tevez et Juan Román Riquelme à Boca Juniors, Dimitri Payet et Florian Thauvin à l'OM, ou encore KCP en prison, c'est donc Dwight Howard qui signe son retour dans une ville qu'il a tant aimée. Blessé au dos et au fessier l'an passé, il n'aura joué que 9 matchs avec les Wizards, mais garde avec lui toutes les promesses d'un big man protecteur du cercle et capable de scorer proche du panier ou à mi-distance avec un bank shot. Avec un contrat non garanti, n'est-ce pas là, messieurs, la signature de la décennie côté Lakers? Je démarre rapidement sur le sujet Howard. Non, déjà non, parce que déjà alors faut savoir qu'à l'époque où on l'a signé, nous on était très très sceptiques. On l'est quand même un peu moins aujourd'hui après avoir vu la pré-saison. On était très sceptiques parce que son état de forme athlétique surtout était vraiment semblait déplorable. On l'a quand même vu à la pré-saison, il a encore pas mal de retard. Et puis aussi parce que, comme tout bon fan des Lakers qui se doit, on détestait Dwight Howard pour des raisons quand même assez valables. Du coup, voilà, pas un joueur aimé par les fans, j'ai envie de dire du tout. On va dire un peu sur le déclin, beaucoup sur le déclin physiquement. Au moment où on l'a signé, on s'est dit bon, ok, super, on a Dwight Howard, mais qu'est-ce qu'on en fait? On a du coup vu la pré-saison, on en reparlera un peu plus tard dans le pod. Sa pré-saison était finalement, je dirais, positive en fin de compte quand même, parce qu'on avait des attentes tellement basses finalement que il a fini quand même par les remplir, ces attentes, on va dire, voilà, très très basses. Mais gros point d'interrogation quand même sur cette longévité dans la saison régulière, parce que les matchs de pré-saison c'est quand même des matchs complètement et des contextes complètement différents de ceux de matchs de saison régulière et puis ensuite éventuellement de play-off. Du coup, à voir comment ça va se confirmer sur la durée. Adrien? Ouais, il n'y avait pas grand-chose à espérer de Dwight Howard au moment où on le signe. Si je me souviens bien, on le mettait en balance avec l'ami Joachim Noah. Exact. Je vais te dire qu'à l'époque, il n'y avait ni l'un ni l'autre qui m'emballait plus que cela. Ouais. Maintenant que la pré-saison est passée avec lui, ma foi, ce qu'on peut se dire, c'est que l'état d'esprit est là. Enfin, il a compris qu'il était un joueur de rotation de 20 à 25 minutes sur le poste 5, pas plus. Tu en as parlé de Nas, il y avait effectivement c'est vraiment plus le Dwight d'Orlando. Non, malheureusement. Ça, c'est évident. Et je sais pas si, avec le rythme allant jusqu'à quel point il va retrouver un brin d'explosivité, malgré avoir perdu énormément de poids. Parce que c'est quand même aussi un Dwight qui n'a jamais été aussi fin et aussi léger durant toute sa carrière. Jamais aussi lent. Ça reste très lent, franchement. Jamais aussi lent. À voir, voilà, si avec les matchs, avec le rythme, à retrouver un petit peu d'explosivité. Il y avait une vidéo d'un des collaborateurs de Lakers Film Room qui parlait justement de l'aspect mental sur des blessures et comment après le corps, enfin du moins l'esprit doit libérer le corps pour qu'il s'exprime pleinement. À voir. Sinon, si c'est un Dwight qu'on aurait voulu avoir lorsqu'il est arrivé, c'est-à-dire quelqu'un qui connaisse réellement et son rôle et ses limites, bon, c'est toujours ça de prix. Ça n'enlèvera pas que la blessure de Cousins, c'est un déchirement. Pas seulement pour le joueur, mais aussi pour se dire que mince, si on avait un Cousins en bonne forme avec les deux monstres, ce
ça aurait pu être quand même très 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 fort. Ouais, ça, les regrets, c'est plutôt par rapport. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais juste. Ouais, vas-y. Non, vas-y, reprends. On comprend ça, vas-y. Ok. J'allais dire le regret, effectivement, Adri, j'allais juste souligner ce que tu voulais dire, Adri, vis-à-vis de DeMarcus Cousins. En fait, le déchirement, c'est sûr que bon, pour le joueur, c'est terrible parce que la blessure est vilaine pour un mec de sa taille et de son poids. On peut vraiment se poser la question s'il va un jour revenir, ne serait-ce qu'à la moitié ou ne serait-ce qu'au tiers, si on peut le quantifier de son niveau à son pic, aux Kings notamment. Et donc ça fait, on est très triste pour lui par rapport à ça, mais même vis-à-vis de nous, c'est quand même une très très mauvaise opération en fin de compte de perdre un joueur comme ça en plein été à l'entraînement, alors que la saison en plus s'approchait et qu'il allait probablement être choyé par Vogel en pré-saison et comme il sait bien le faire. Et du coup, c'est sûr que c'est une perte terrible, quoi, parce que imaginez ce Big Three, cette raquette, même ce front de court, LeBron James, Anthony Davis, DeMarcus Cousins. Je veux dire, ça aurait été limite du jamais vu en termes de puissance, de force de frappe offensive déjà pour commencer sur un terrain de basket, quoi. C'était vraiment du jamais vu. Pour que les gens quand même comprennent ce qu'on a perdu, c'est qu'il faut imaginer le Howard qu'on voit actuellement, c'est-à-dire quasiment aussi lent, mais avec tout autant de force au rebond, et tu lui rajoutes un shoot à 3 points et une énorme capacité à la passe. Ouais. Voilà ce qu'on a perdu quand même cette année. Et alors qu'on va revenir en pré-saison, on en a parlé après notre été à la Free Agency, on a quand même un effectif qui est en grand déficit de création, et ça, cette perte, elle est sèche. Alors après, tu t'es commencé à te projeter sur la fin de saison, voire sur la saison prochaine. Moi, on en parlait sur notre conversation. Le fait qu'il soit toujours en tenue sportive sur le banc m'étonne. Ouais, c'est vrai. Je trouve que d'inclure DeMarcus, alors je sais pas jusqu'à quand Cousins va vouloir faire cet effort de se mêler à la vie de groupe, mais ça augure peut-être soit quelque chose d'inattendu pour les playoffs, soit pour la saison prochaine. Ouais, toujours est-il que au minimum, pour l'année prochaine, je prends 100 fois, 1000 fois. Oui. Il faut tenter ce type de talent-là. Mais déjà, un poil plus du minimum, pour revenir rapidement dessus, qui était le prix qu'on avait payé pour lui, c'était déjà une excellente affaire. Donc, Moi, je tiens à souligner quand même que tu as pointé du doigt la meilleure efficacité du shoot de DeMarcus Cousins, alors qu'on a quand même vu une vidéo de Dwight Howard cet été enchaîner les mid-range. Ça nous a tous emballés. Ouais, c'est vrai. Enfin, oui. Non, moi, ça m'a pas emballé. Ça m'avait pas emballé du tout. Personne ne s'en sait. Ça m'a autant emballé que les tirs à 3 points pris par Okafor lors des workouts, avant la draft, pareil. Oh oui. Même emballement. Non, c'est vrai que cette vidéo, c'était une sacrée blague, quoi. Et puis en plus, on l'a vu sur le terrain pendant la pré-saison. Il a pas tenté un seul jumper. Il a vu que c'était pas son truc, quoi. Tu vois. Mais tu sais qu'il m'a fait peur. Hein. Le mec, ça fait peut-être 4 ans qu'il ne veut pas évoluer avec la NBA et tu vois, c'est un mec qui utilise 30% de ses attaques pour le jouer au poste. Ouais. C'est un mec qui n'a pas compris qu'il pouvait évoluer juste en big man qui va venir rouler vers le cercle et défendre, quoi. Ouais. Et il te dit juste avant l'été, quand personne ne s'intéressait à lui, ouais, c'est bon les gars, j'ai compris mon rôle. Il signe aux Lakers. Une semaine après, il te balance une vidéo en train d'envoyer des parpaings à distance. Ah ouais, non, mais ça aurait été terrible de pouvoir faire ça. Mais vu qu'il a quand même accepté le salaire de la honte, enfin le contrat de la honte avec un nombre de clauses, à mon avis, il y a ça, tu vois. Tu prends plus de deux jumpers, t'es dégagé. Du coup, un chat échaudé crâne froide, donc... Ouais, c'est clair. On passe à l'autre actualité, messieurs, de l'été, qui concernait la joute entre la NBA et la Chine. Allumé par Daryl Morey, jamais en reste pour tenter d'avantager son équipe largement au-dessus du cap en baissant ce dernier pour éviter que ses concurrents puissent recruter. Monsieur Daryl Morey a balancé un tweet de soutien aux protestants hongkongais face à l'État chinois, et la polémique a enflé pendant plusieurs jours là-bas, l'opinion chinoise appelant au boycott de la Ligue. C'était pile au moment où les équipes, dont les Lakers, se déplaçaient en Chine pour faire la tournée promotionnelle. Et LeBron a évoqué le sujet au retour de l'équipe aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un peut rapporter les propos de LeBron? Non, je rapporte. Peut-être donner son avis. Oui, il a dit que Daryl Morey aurait dû peut-être mieux s'informer de la situation avant de parler. Voilà. Et il est vrai, parce que LeBron, il s'est bien informé. Il a regardé les parts de marché qu'il avait en Chine sur ses bandes de pompe et de maillot, et il a fait non, Daryl, tu ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Shut up and dribble. Putain. Sortie maladroite. Après, on en parlait avec Adrien en privé et on se disait que
sans critiquer tous les joueurs et sans les réduire à des simples joueurs de basket qui doivent dribbler, foutre des dunks et mettre des shoots. C'est sûr que très souvent des prises de parole politiques, notamment de joueurs en NBA, qui sont, faut le rappeler quand même, des Américains. Et ça m'emmerde de le dire, mais les Américains sont pas les plus conscients politiquement de la terre, ni les plus culturellement ouverts, informés. Et voilà, du coup, ça se ressent beaucoup sur ses déclarations. En fait, il y a pas mal d'ignorance en fait finalement qui sort de sa déclat et l'aspect évidemment de la thune, je pense qui a parlé énormément dans la bouche de LeBron. Bon, ça n'a pas empêché que finalement Adam Silver, lui de son côté, a dit très fermement, avec de la nuance aussi, mais très fermement que en gros lui et la Chine c'était fini comme banlieue sale, quoi, tu vois. Du coup, bon, il a fait passer LeBron pour un mongol devant tout le monde. LeBron s'est aussi fait passer lui-même pour un mongol devant tout le monde. Et puis tant pis. Après, de toute façon, les gens vont l'oublier. Michael Jordan, par exemple, pour ne citer que lui, était pour le coup assez intelligent puisqu'il ne faisait jamais de sortie de ce type-là, type politique, politisé, de type d'influence. C'était pas son truc, parce que lui, il voulait pas limite pouvoir être entre guillemets mis dans la sauce, quoi. C'est un terme un peu vulgaire, mais c'est vrai. Kobe. Non, mais c'est vrai. Qui ça, pardon. Ouais, Kobe, pareil. Ouais. C'est vrai que Kobe avait aussi cette décence alors que pourtant Kobe, il avait des intérêts partout dans le monde, en Europe, en Chine justement, puisqu'il a un énorme business en Chine, Kobe. Et malgré tout, tu vois, il se serait jamais permis de parler. Il préfère faire fermer sa gueule. Contrairement à LeBron, il a vécu plus de 4 jours en dehors du territoire US, quoi. Ouais, aussi, c'est vrai. Donc voilà, pour LeBron maladroit, j'ai envie de te dire quelque chose d'assez classique. En fait, honnêtement, LeBron a répondu comme n'importe quel Américain. Tu prenais le micro et n'importe quel Américain qui pense qu'il y a la thune et qui pense qu'il y a son business en Chine. Voilà, comme un businessman. Tu donnais le micro à n'importe quel Américain, voilà, et il t'aurait dit pareil. Il t'aurait dit, ouais, voilà, gna, bon, ok, voilà, fin de l'histoire. Ça sert à rien de toute façon d'en reparler pendant 1000 ans. Ça ne me remet pas en question le statut de LeBron vis-à-vis pour moi du reste de la NBA. Et vis-à-vis du fait qu'il faut quand même qu'on parle. Il y a juste une chose quand même que je regrette, un seul truc, c'est que ce soit pas Gianni Buss qui ait tenu les propos de Daryl Morey. Ouais. Parce que tu vois, là, comme ça, la Chine aurait demandé la démission de Gianni Buss. Et peut-être que... Ah, c'est clair. Non, mais pour en revenir sur LeBron, là, ça, c'est le point négatif. Mais franchement, est-ce que vous avez vu son état de forme physique pendant la pré-saison? Le mec, à son âge, de retour comme ça, entre guillemets, à froid, arrivant en pré-saison, le mec, c'est vraiment un putain de cyborg. Il est incroyable. Et j'étais vraiment choqué. C'est vraiment cette année que j'ai vraiment pris la mesure de me dire, putain, mais LeBron James, c'est vraiment un monstre, quoi. On n'a pas le revoir arriver en pré-saison et déchirer tout le monde comme ça, incroyable, quoi. On n'a pas eu de joueur comme ça dans la franchise. Non, il y a pas eu même, je dirais même dans ce sport, il n'y a pas eu d'athlète comparable à ce qu'il est. Ouais. Tu vois, dans la longévité et l'impression qu'il donne. Kobe était quand même très fort encore à son âge, à bientôt 35 ans. Il était encore, mais il dégageait pas le sentiment d'être aussi fort encore. Tu vois, aussi indestructible. Non, c'est sûr que Kobe physiquement c'était moins bon sur la durée. Mais c'est vrai que tu revois LeBron arriver comme ça et tu te dis putain. En fait, moi franchement quand j'ai vu ces matchs de pré-saison et quand je les ai re-regardés après et que là la saison régulière commence cette nuit, je me dis mais en fait c'est bon, ok, il a dit n'importe quoi sur l'affaire Daryl Morey. Tant pis, moi franchement je veux juste le voir jouer au basket et je veux le voir tout déchirer. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. On passe à la troisième information, messieurs. Yep. Yes. Puisqu'on a débarré le training camp avec 20 joueurs, ce qui est le maximum autorisé par la NBA. Et ils sont venus, ils ont vu et ils sont repartis en G-League, messieurs. David Stockton, Reggie Hearn, Marcus Allen, Demetrius Jackson et Devontae Kekoc ont tous participé et ont tous été coupés et rétrogradés en G-League. Peut-on être déçu de ne pas les voir évoluer en NBA ou doit-on se satisfaire de les voir se développer dans la franchise G-League affiliée? Il y en a qu'un seul que je regrette. C'est Kekoc. Ouais. Un mec sorti de nulle part. Enfin, j'imagine il y a que les 2-3 allumés des mid-majors qui suivent en NCAA qui devaient le connaître. Et encore parce qu'il venait vraiment d'un programme. J'ai même oublié le nom de sa fac. D'un programme assez mineur, joueur très limité. Hein. On va pas se cacher. En attaque, c'est juste du lay-up, du dunk et un petit hook shot à 2 mètres, pas plus. Le reste, il ne faut pas le demander d'autre chose. Mais dans l'envie, dans le positionnement, dans la fluidité et la rapidité, ce qui aurait pu être intéressant, notamment en défense
et dans des line-up un peu plus orientés small ball pour jouer un peu plus le switch sur le pick and roll. Ça, c'est un profil qui va encore nous manquer cette année. Donc, Kekok, je dirais, il aurait pu avoir sa place parmi les 17. Ouais, complètement d'accord. À la place de qui, du coup? Costas? C'est vrai que Costas a un petit peu ce rôle-là aussi. Il faudra voir. Si Costas n'est pas au niveau, Kekok pourra remonter. Ouais. Voilà. De toute façon, c'est pas figé dans le marbre dans l'absolu. Donc ça va dépendre, ça va dépendre aussi de ce que montre Costas aussi, c'est clair. Du coup, on peut peut-être rappeler. Non, mais par exemple à la place d'un certain meneur. Ça ce serait trop beau pour être vrai. Si on vient faire Quinn Cook ici, je ne comprends pas. Tranquille. Cook n'est pas un vétéran. On pourrait éventuellement évoquer le cas d'un jeune homme qui a fait une très bonne pré-saison pour nous aussi, éventuellement, puisque si on a 2 minutes à lui donner. Le mec qui a quand même crossé, j'ai oublié son nom. Merci, Poole, des Warriors. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il n'y a aucun mérite à crosser un mec de Michigan. Ok, Clément, ce soir, c'est masterclass. Non, mais excellent choix du coup, puisqu'on rappelle que Zach Norvell, qui a tous les contracts comme Kostas Antetokounmpo, n'a pas été drafté. Non. Il a été juste contacté après la draft. Il a participé à la Summer League où il était plus que correct. Et là, il enchaîne et il montre que peut-être il faudra continuer avec lui quand il y aura des blessures. Une légende des Lakers, Clément, ce cas Zach. Alors, ça dépend, je vois pas laquelle tu fais parler. Là, dans la tête, j'ai Jabari Brown, donc c'est pas vraiment. Je pense à un autre type de légende, Jordan Clarkson. Son coéquipier, le coéquipier de Jabari Brown. Mais bon, lui était drafté. Tu vois, Clarkson était drafté. Dans les souvenirs, il était non drafté. En 46, je crois, avec le pic des Wizards. Ok. Oui, il est drafté. Je pensais qu'il était non drafté. Ok, non, Jabari Brown est non drafté. Voilà, c'est ça. Jabari Brown ne l'était pas, mais je pensais que Clarkson aussi n'était pas. Ok, j'ai rien dit, du coup. Mais ça peut être intéressant, puisque, quand on aura des blessés, il aura forcément peut-être une chance de faire 2 ou 3 matchs, et on a vu que il pouvait se démerder autrement qu'avec son shoot. C'est pas à ce niveau-là. Son seul problème, c'est qu'il a énormément de monde devant lui. Oui, c'est ça. Tu vois, il n'y a pas que pour qu'il joue, lui, il faut pas qu'il y ait 1 ou 2 joueurs qui se blessent. Il faut qu'il y en ait 3 ou 4. Et c'est ça le problème. Dans un sens, si Rajon se blesse, et à ce jour, Rajon est encore blessé, il est questionnable pour ce soir. Rajon se blesse, Cassipi part en prison. Déjà, ça te fait 2 personnes. Il y en a forcément un qui va avoir un accident de voiture. Ça peut passer. Non, c'est sûr. Il y a beaucoup de si. Mais après, moi, c'est vrai que je le vois plus dans un poste arrière que dans un poste de meneur. Franchement, je ne verrais pas lui donner la balle à ce mec. Mais par contre, dans un petit poste d'arrière, tu vois, ça, de temps en temps, tu vois, s'il y a beaucoup de blessés, moi, je trouverais que ça pourrait être intéressant, quoi. Et le souci avec les performances qu'on a vu faire, c'est que ce soit en Summer League ou sur les 2 pics qu'il a à plus de 20 points en pré-saison, c'est que ce sont des matchs où il a énormément de minutes et où il est limite la première option. Donc c'est un petit peu des performances en trompe-l'œil. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait pu se contenter d'un rôle minime sans ballon et en jouant avec les titulaires. Là, tu pourrais te dire il est directement intégrable. Là, tu sais pas. C'est très bien. Hein, je dis pas autant ça sera une bonne surprise cette année ou l'année suivante, j'en sais rien. Mais très difficile à savoir comment ça va se traduire au cours d'une saison régulière. Bon, c'est encore prématuré, c'est clair. Et en plus, il a pu participer. Enfin, il a pu avoir du temps de jeu aussi. Notamment grâce à la blessure de Talen Horton-Tucker qui est encore blessé. Exactement. Qui avait une fracture de fatigue au pied, du coup qui n'a pas joué la pré-saison et qui, quand il reviendra, il passera automatiquement devant lui. Donc, bien sûr. Sur les postes de 3, c'est sûr, il a du chemin, ça c'est clair. Sachant que THT va devoir aussi, c'est un peu comme... Non, j'allais faire une analogie pourrie avec du foot, donc j'oublie, mais sachant que lui, il va quand même faire qu'il repasse par la case J-League, parce que j'ai l'impression que la forme physique... il va falloir taffer un petit peu et qu'il se refasse, c'est ça, tu vois. Il va falloir qu'il reprenne un peu du rythme et se délester de quelques kilos. Ouais. Ah bah écoute, l'été on mange, hein. C'est comme ça, hein. Mais non, c'est sûr que lui, il a bien bouffé, hein. Putain. Je crois que c'est lui, c'est l'arrière qui arrivait avec le plus de body fat. Hein, c'est pas étonnant. J'ai envie de dire, vu les photos, c'est pas étonnant. Du coup, on rappelle tout le roster, messieurs. Allez. Donc, à la main, on a Avery Bradley, Rajon Rondo, Quinn Cook. Encore là, lui. Ouais. Quinn Cook, Alex Caruso. À l'arrière, on a Kentavious Caldwell-Pope. On a Danny Green,
Talen Horton-Tucker. À l'aile, on a LeBron James, Jared Dudley et ailier Anthony Davis, Kyle Kuzma. Et les pivots, on a Dwight Howard, JaVale McGee et DeMarcus Cousins, avec en two-way contract Zach Norvell du coup et Kostas Antetokounmpo, le frangin de Giannis. Le compte est bon. Troy Daniels, j'avais oublié Troy Daniels, excusez-moi. Ah oui, Troy Daniels, oui. Qui va, je l'ai appelé Troll Daniels sans faire exprès, mais ça va être un peu sa saison, le pauvre. Là, lui, il va pas beaucoup jouer. Hein. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Puis lui, il va vraiment avoir une saison à la Norvell, hein, justement, en termes de galère et de tenter. Il reste devant lui, hein, malgré tout, parce que tu vois. Oui. Parce que Troy Daniels, il a ce côté où on peut le joueur est limité, mais tu sais que lui. Il va enquiller déjà. C'est ça, voilà. N'importe quel tir ouvert, lui, il va prendre, tu vois, que ce soit 2, 3, 4, 5 ou plus tirs, il va quand même dégoupiller et avec des pourcentages raisonnables. Donc, dans ce rôle-là, tu sais ce qu'il vaut dans un joueur purement de rotation. Lui, pour un mec qui vient un peu dépanner la seconde unit quand il y a beaucoup de fatigue, lui, il est parfait. C'est ça, où tu veux aligner vraiment un line-up pur spacing, tu sais que tu mets Troy Daniels et tu seras sûr que ce mec-là, soit il est respecté et donc il va élargir le jeu pour le mec qui va faire du chantier à l'intérieur, soit les gens vont pas le respecter et ça va se punir à 3 points. Je peux pas m'empêcher de rire quand je pense à une line-up pour stretcher, il va y avoir KCP sur le terrain. Mais non, KCP c'est pour la défense. C'est pour la défense. Je te rassure. Hein. C'est un 3&D, faut pas l'oublier. Elite 3&D. On rappelle 80 millions de dollars refusés de la part des Pistons. Bon choix. Ah putain. On évoque la pré-saison, messieurs ? Oui. Parce que les Lakers ont joué 6 matchs pour se mettre en jambe avant cette longue saison de 98 matchs. C'est le nombre suffisant. Voilà, 82 pour la saison régulière, 16 victoires pour les playoffs. Et bilan de 3 victoires et 3 défaites avec pour unique adversaire les Brooklyn Nets et les Golden State Warriors. Messieurs, avec un bilan de 50% sur cette pré-saison et un contenu irrégulier, doit-on s'inquiéter pour l'exercice à venir? Et, comme le suggère l'un de nos followers Jason Kay depuis El Segundo, doit-on, je cite, dégager cet incapable de Frank Vogel pour laisser son assistant bien plus talentueux amener cet effectif au bout? Jason K. Putain. Ah putain. Je peux aller un petit mot rapide sur la pré-saison puisque en plus j'ai commencé avec Norvell Junior. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, parce que la pré-saison on connaît son importance réelle vis-à-vis de ce qui va se passer en saison régulière juste après. Elle est quasiment nulle. En fait, l'intérêt de la pré-saison, c'est simplement pour les joueurs de se mettre un petit peu en jambes, de faire autre chose que des espèces de sparring entre coéquipiers à l'entraînement. Et voilà, d'avoir premier jet devant des fans, devant un public, contre des adversaires, etc. Et voilà, la compétition en pré-saison, c'est pas vraiment ce qui est recherché. C'est sûr que on a vu beaucoup de matchs contre les Warriors, donc il y a eu du spectacle avec Curry qui a mis pas mal de shoots comme il sait les mettre, etc. LeBron et AD. Enfin bon, il suffisait que tu vois comment ça défendait côté Warriors par exemple contre nous. Je parle pas en termes de niveau de défense, mais plutôt en termes d'intensité pour te dire que ils étaient pas à fond, ça se voyait. Nous on n'était pas à fond non plus, ça se voyait aussi. Ceci dit, je m'inquiéterais à la place des fans des Warriors. Ah oui, ça c'est un autre sujet. Ça c'est sûr que c'est un sujet complètement différent. Mais enfin, juste pour rapidement finir sur est-ce qu'on doit s'inquiéter nous pour la saison à venir au regard de la pré-saison? Pour moi, la réponse est non. Adrien, est-ce qu'il y a des choses à retenir à part le fait que Frank Vogel a essayé plusieurs line-up sur ces 6 matchs? Il y a plusieurs choses à retenir quand même. Pour moi quand même, il y a quand même du positif et du plus inquiétant. Parmi le positif, je retiendrai évidemment quand il y a que notre starting five est quand même extrêmement, je dirais, efficace et impactant. J'avais relevé, tu vois, mon petit amour des chiffres m'a vite repris. Si tu reprends notre performance globale sur la pré-saison, on est 15e à l'offensive rating et 13e au defensive rating, sachant que ça prend évidemment toutes les équipes qui ont joué pendant la pré-saison. Donc les équipes chinoises, Haïfa, Melbourne et compagnie sont dedans. Par contre, si tu ramènes ces stats sur le premier quart-temps, donc le premier quart-temps quand même, où c'est là où on a le plus vu LeBron et AD jouer ensemble, on est 5e à l'offensive rating et 7e au defensive. Donc c'est dire que ces mecs-là, dès qu'ils s'excitent un petit peu, ça fait tout de suite la différence. Okay. Et parmi les autres chiffres qui sont extrêmement rassurants, c'est la défense. On est 4e sur le pourcentage de tirs de l'adversaire et on est aussi les premiers sur le nombre de points concédés dans la peinture.
Donc voilà, on a une vraie force dissuasive à l'intérieur. Et donc ça me donne aussi tout de suite ma transition sur ce qui me paraît le plus inquiétant, c'est que par contre qu'on lâche beaucoup au périmètre. Et ça s'est vu contre les 2 défaites face aux Nets, qui montraient vraiment les limites de la construction du roster. On va lâcher beaucoup de tirs à 3 points. Si on n'en prend pas conscience très vite, on va en lâcher beaucoup, et face aux mecs un petit peu adroits, on va prendre la douche. On va vraiment je suis d'accord avec toi par contre sur ce sujet-là. Tu vois, et ça vient déjà que Vogel avait dit en conférence de presse que déjà avant qu'il joue, il avait dit oui, on va quand même le switch un minimum. Il a encore répété là-dessus, moi je suis pas un partisan du switch sur la défense. Et ben ça veut dire que quand tu as 2 pivots qui sont obligés de donner 2-3 mètres à l'adversaire parce que tu veux garder le contrôle de la peinture, et ben tu vas en lâcher à l'extérieur des tirs. Non, c'est sûr. Et puis après, je mettrais quand même une petite nuance sur le fait qu'on concède beaucoup de tirs à 3 points. Enfin, on va dire plutôt qu'on conteste pas assez bien certains tirs à 3 points. Vis-à-vis du fait quand même que, il faut le dire aussi, il nous a manqué Kuzma sur cette pré-saison. Et le fait que... Non, mais alors attendez, laissez-moi terminer. Ce que je voulais dire... Pourquoi laissez-moi? Moi, j'ai rien dit, hein, je t'écoute. C'est l'autre qui fout le bordel, hein. Toujours. À moins, ce sera toujours dans ton camp. Non, mais voilà, je finis rapidement. Vas-y. En fait, on a eu, faut le dire quand même, en pré-saison, droit à beaucoup de minutes de Dwight Howard. Et ça, c'est quand même assez trompeur parce qu'en fait, il faut quand même le regarder. Moi, j'ai vu quasiment tous les matchs. Non, en fait, j'ai vu tous les matchs. Et on a effectivement concédé, par exemple, beaucoup de tirs à 3 points quand c'était Howard qui devait essayer de couvrir en fait ce périmètre après une pause d'écran ou après tout simplement un schéma mis en place qui laissait un arrière ouvert. Et Howard est très très lent et manifestement il était incapable d'aller chercher le tireur au périmètre pour essayer de le contester, etc. Et moi je pense que cet aspect du jeu va quand même être un peu amélioré quand on verra moins Dwight Howard en termes de ne serait-ce que de nombre de minutes sur le parquet et de temps passé sur le parquet. Après voilà, et j'ai amené Kuzma pas pour dire que c'était un bon défenseur au périmètre, qu'il n'est pas, mais simplement pour dire que avec des line-up peut-être un peu plus petits, c'était ce que tu t'imaginais? Non, en fait, je vois ce que tu veux dire, c'est quand tu parles de Kuzma, c'est que si Kuzma est dans le line-up, ça veut dire que AD... Ce sera plus mobile en fait, parce qu'on aura sûrement AD en 5. Exactement, voilà c'est ça. Oh, il faut dire une chose quand même, c'est que McGee ne jouera pas plus de 22-25 minutes par rencontre. On peut pas, sinon on va le cramer comme l'année dernière et tu devrais vous rappeler. Sur un mois. Des paniers contre son camp, le mec, à la fin, tellement qu'il va plus rien comprendre. Il était vraiment en difficulté pendant 3-4 mois. Là, donc il faut contrebalancer ça en donnant pas mal de minutes à Dwight et évidemment voir est-ce que AD voudra prendre beaucoup de minutes au poste 5. Donc dans ce cas-là, oui. À ce moment-là, ça sera quand même une des configurations où on pourra contrôler un peu plus le périmètre, c'est évident. Mais malgré tout, tu as raison, hein. C'est sûr que c'est un problème et c'est criant de vérité. Il suffit de toute façon de regarder un match en entier pour te dire que oui, c'est le manque clair de ce roster. Mais malheureusement, arrivé au moment où on a signé Dwight Howard, on parlait de Joakim Noah, c'est pas spécialement lui qui aurait réglé ce problème non plus, quoi. C'est un problème qui est plus profond sur la construction du roster, quoi. C'est ça, et puis tu vas quand même avoir à chaque fois des mecs qui vont, pour peu qu'en face ça commence à poser de bons écrans, si tu veux pas à permuter, si les mecs sont pas vigilants ou s'ils ont tendance à mourir dans les écrans, à pas vouloir faire les efforts comme certains point guard vétérans qu'on a encore dans l'effectif, eh ben tu vas en avoir des tirs ouverts. Fichu coup de cook. Ah là là. Est-ce qu'on distribue les bons points, messieurs, sur cette pré-saison? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous avez particulièrement aimé les prestations de certains joueurs ou qu'on n'attendait pas à ce niveau, d'autres qui vous ont un peu déçus? Ça reste de la pré-saison, on est d'accord, mais non, ça reste de la pré-saison, évidemment. Déjà, je pense qu'on peut quand même tous dire qu'on est extrêmement heureux de voir Anthony Davis. Et on va l'être d'autant plus quand il va éclater les Seattle Clippers cette nuit. Imaginez qu'il ne le fasse pas. Je vais passer pour un con encore, mais bon, ce serait pas la première fois. Ce podcast ne sortira jamais. Non, AD, franchement, c'est un plaisir de le voir jouer, quoi. Cette assise défensive qu'il a, franchement, je regardais quand même certains de ses matchs à l'époque de Nola, mais j'étais loin d'imaginer, enfin, bon, tout le monde le disait, donc je voyais pas pourquoi tout le monde d'un coup se serait mis à mentir, mais cette assise défensive qu'il a est impressionnante. En fait, le mec, il te marque psychologiquement tous les joueurs de la peinture adverse, quoi. Les mecs vont avancer à reculons, toujours avec un pas en arrière, en se disant AD est quelque part pas loin de moi, il peut me contrer à tout moment, il peut essayer de me prendre la balle à tout moment, et tu te dis mais ce mec c'est un malade, quoi, il est extraordinaire.
Donc bon point pour Anthony Davis, mais c'était pas très compliqué là pour le coup. Et en plus, il faut quand même dire une chose, c'est que le mec, pour l'instant, n'est pas adroit au tir. Ouais, c'est vrai. Quand il va prendre du rythme à mi-distance ou à fortiori à 3 points, ça va être un cauchemar pour la défense. Déjà, tu le vois en attaque, quand il prend la balle à l'intérieur, c'est déjà un problème pour les défenseurs, ils sont obligés de le couvrir. Donc c'est tenté qu'il y a déjà eu un premier décalage qui a été fait auparavant. Enfin, c'est le nombre d'espace qu'il va libérer par sa seule présence sur le terrain, c'est assez incroyable. Non mais c'est dingue. Donc j'ose espérer, tu vois, que nous aussi à 3 points, on va prendre le pli de cela et on va prendre l'avantage d'avoir un mec comme ça sur le terrain. Ce qu'on n'a pas trop vu sur la pré-saison, c'est un autre point sur lequel aussi je garderai un point de vigilance. Parce qu'on prend encore assez peu de tirs à 3 points. Je crois qu'on en prend un peu moins de 30. Ouais, donc j'ai regardé la stat sur les 38 équipes qui ont joué en pré-saison, on est la 31e. C'est pas terrible, hein? Non. 30, ceux qui en prennent le plus, c'est les Rockets avec 55. Non, c'est sûr. Tu vois le gap. Il faudra qu'on travaille sur ça. Et donc AD aussi va devoir à un moment donné se faire violence sur le pick and pop. Alors ok, c'est monstrueux en rollman, mais à un moment donné, il faudra varier un peu les choses et qui contribue aussi au spacing. Je suis d'accord avec toi. C'est un détail. Déjà, même sans ça, pour l'instant, dans son arsenal, il est tellement fort. Et puis à la passe aussi, c'est un régal ce joueur. J'avais les Maggie pour rester sur le front court, puisqu'on a parlé de LeBron qui est en canne, AD qui est monstrueux. On a aussi parlé de Dwight Howard qui est bon. On peut parler peut-être de Javel Maggie qui a fait une très bonne pré-saison, je trouve, sur le temps de jeu qu'il a eu, très efficace. Moi, ce que j'aime bien avec Maggie et en même temps avec Howard, et avec AD, c'est que tu as 3 joueurs qui sont quand même très forts au rebond défensif. Et ça, c'est bien comme d'avoir des pivots qui vont se faire respecter d'un côté comme de l'autre. Et la force de McGee aussi, c'est que c'est le positionnement. Il sait parfaitement se mettre, même s'il a pas de tir, donc il ne contribue pas au spacing. Mais sur le cut, à chaque fois, il est là au bon endroit, au bon moment pour tranquillement, tu vois, punir l'adversaire. Ouais, et puis même au rebond offensif, il se positionne bien parce que ce qui est putback, etc., c'est quand même très intelligent ce qui fait Maggie. Exactement, il sait où il faut se mettre parce qu'il sait de toute façon, il y en a deux. Dès AD ou LeBron qui partent au drive, t'as au moins 2 défenseurs qui viennent pour essayer de le gêner. Exactement. Donc si ça rentre pas, le panier. Lui c'est une petite fouine dans ses déplacements. Tu vois, t'as l'impression que des fois il se faufile un petit peu. Il attend que le drive soit fait ou que le shoot soit pris. Puis là d'un coup, et AD fait un peu pareil aussi. J'ai remarqué. C'est super intéressant. Franchement, ça c'est des points, tu vois, qui me font vraiment plaisir à voir quoi dans le jeu. T'as utilisé le terme fouine et je pense que ça correspond parfaitement à l'action de cette pré-saison où c'est un jeu à 3 où Maggie pose un écran, roule vers le cercle et il accroche Draymond Green et puis il s'en va en boitillant derrière le terrain. Et il voit que Draymond Green monte sur une prise à 2, je crois qu'il monte sur AD, et rentre sur le terrain derrière, il n'y a personne, pas dit facile pour Maggie, c'est vraiment une pute. Ouais, c'est exactement ça. Non, franchement, c'est exactement ça. Mais Maggie, c'est une très 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 bonne pré-saison. On passe aux extérieurs, messieurs, puisqu'on le 5 qui commence à s'afficher, c'est celui qu'on avait déjà défini, qu'on espérait voir avec Avery Bradley et Danny Green sur la traction arrière. Quelqu'un veut commenter ce duo? Oui, non, je vais pas commenter ça. Je vais commenter le problème Rajon Rondo. Tu vois, le vrai problème, si tu veux, de la Les traction Français veulent arrière, savoir. c'est combien de temps il va falloir que Frank Vogel comprenne que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous l'avez vu contre les Nets. Le moment de la pré-saison où notre attaque a été la plus embarrassante et de loin, c'est quand on lui a confié les clés de l'attaque. Alors qu'on pourrait se dire, bon, tu vas reposer LeBron, tu vas reposer AD, allez, tu vas demander à Rajon Rondo de faire du pick and roll très simple, allez, tu prends ton écran et tu distribues dès qu'il y a l'aide qui arrive. Et même ça le fait pas. Tu as du dribble sur place pendant 20 secondes pour un tir de merde en sortie de... quand il se décide enfin à faire la passe. Donc non, on peut pas continuer là-dessus. Donc pour revenir à ton introduction, Clément, sur la traction arrière, Bradley, KCP, Norvel, qui tu veux, mais pas lui. Ouais, non, mais oui. Puis on a encore eu des bribes de la très bonne compatibilité entre lui et LeBron d'ailleurs. C'est toujours aussi catastrophique quoi. Un été plus tard, tu pourrais te dire que bon, ils sont quand même entraînés, tu vois, il y a peut-être des choses qui ont été ajustées, et en fait pas du tout quoi, c'est toujours aussi catastrophique. Tant en attaque qu'en défense d'ailleurs. Et comment veux-tu? Les joueurs, il a combien d'années de carrière maintenant, Rondo? 14, 15? Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là. Les habitudes sont prises, les habitudes de jeu sont prises. L'orgueil du joueur est là aussi, il sait qu'il a été, à un moment donné, un des meilleurs passeurs de la ligue.
Donc d'où il va se réinventer réellement dans un rôle purement off-ball? C'est pas possible. Non, c'est sûr. Tu vois, ça marche juste le Media Day. Après c'est mort. Quoi. Ouais, c'est triste, mais je suis d'accord avec toi. Bon, vu qu'il est questionnable ce soir, normalement, on devrait débuter avec Bradley à la main et puis d'ailleurs, un petit mot peut-être rapide sur Bradley. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, on va dire aussi percutant physiquement. Tu vois, je m'attendais à ce que ce soit moins bien physiquement. Et en fait, il a montré quand même de belles choses, que ce soit pendant les practices déjà. De toute façon, tous les reporters étaient unanimes sur le sujet. Et puis non, franchement, il est là quoi. Il est là en fait. Il fait vraiment du Avery Bradley. On a recruté un mec, on sait pourquoi on l'a recruté. Il le fait peut-être pas aussi bien qu'il le faisait à l'époque de Boston par exemple, mais ça va. C'est pas mal. Moi franchement, je suis pas mécontent pour l'instant de Bradley. Adrien? Ah pareil, oui, non, je suis agréablement surpris. Maintenant, Ouais. la viabilité de Bradley dans le 5 de départ, ça va être dépendant de son pourcentage à 3 points. Tu vois, il est ceci dit, il est quand même suffisamment intelligent pour être aussi très bon à la coupe et percevoir que avec la présence de LeBron de AD, il aura des munitions là-dedans, puisque ces mecs-là vont punir le moindre espace et vont te servir dès que tu vas être libéré. Mais bon, ça va quand même dépendant de sa capacité à punir les espaces. En fait. Non, c'est clair. Ça, je dirais, ces minutes, tu vois, par rapport à quelqu'un comme KCP ou à Caruso qui doivent prétendre à peu près au même rôle. Voilà. Mais pour l'instant, il a le lead. D'ailleurs, un mot sur Caruso, d'ailleurs, éventuellement, Adri, peut-être? Caruso, moi, dans la preview que j'avais rédigée pour QI Basket, je l'avais mis dans le 5 de départ, justement, car je m'attendais à ce qu'il soit ce rôle-là, ce chien de garde en défense et quelqu'un qui allait essentiellement punir en jeu sans ballon. Mais sauf que Vogel l'a un petit peu transformé en playmaker bis ou en créateur de la seconde unit, ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas le joueur qu'il est. C'est pas ça ce qu'il faut lui demander. Il ne faut pas lui demander de créer sur le pick and roll. C'est pas son jeu. Il n'a pas ce niveau de talent-là. Il a un capital sympathie énorme. Je ne dis pas le contraire. Il a aussi de l'énergie à en revendre, c'est très bien. Mais il ne faut pas en voir une aide à la création. Donc pour l'instant, pour moi, il est pas très très bien utilisé et c'est un peu dommage. Moi sur Caruso, j'ai toujours ce même petit doute que j'avais avant. C'était sur sa capacité d'endurance physique à tenir s'il faut jouer plusieurs minutes successives. Et j'ai l'impression que si on en demande trop à Caruso, que si on lui donne la balle en attaque, et derrière, en défense, il y a plus de jus. Et inversement, en fait. Et c'est ce qui me fait un peu peur toujours avec lui, c'est que physiquement, j'ai tout le temps l'impression que c'est un peu un cran en dessous. Ce qui est quand même assez dommage parce que il a quand même des qualités, tu vois, même en scoring. C'est pas le meilleur, c'est pas Kyrie Irving sur le drive, mais enfin ça reste pas dégueulasse non plus. On a connu pire, tu vois, on va pas les citer, mais on a connu pire. Et mais ouais, physiquement, des fois j'ai un peu peur quand même. Mais tu vois, pour revenir sur le débat sur la ligne arrière, ils ont tous le même problème. C'est-à-dire qu'ils sont tous potentiellement intéressants sur le tir à 3 points. Et j'inclus même KCP dedans. Tu vois, je reste généreux. Mais le problème, c'est que si tu crées pas réellement des systèmes où eux se libèrent et où ils peuvent tirer grâce à une passe, grâce à un jeu simple, tu vois, ils vont pas apporter. C'est ce qu'on avait un petit peu contre les Nets quand d'un coup l'attaque n'avait plus d'idées ou tout simplement parce qu'il n'y avait pas vraiment de mouvement qui était initié. Ça se retrouvait à prendre la balle et à curl et à tenter un mid-range en sortie de dribble, c'est pas leur jeu. Non. Ni à aucun des quatre. Le seul qui a ce niveau-là ou ce type de jeu, c'est Quinn Cook. Et on l'a vu que trop peu, donc dur de savoir combien de minutes tu l'auras. Pas beaucoup si tu veux. Voilà, pas énormément. Mais en tout cas, ces quatre-là, pour qu'ils s'expriment pleinement, il va falloir de la créativité au niveau de la tactique. Et au niveau des chaînes que tu vas appeler. On passe à la suite, messieurs. On aura un début de réponse suite au calendrier. Et ça commence dès ce soir, puisqu'on l'a dit, contre les Lakers. Ah non, pardon, les Clippers. Alors, on commence la saison des paris. Je crois que. Est-ce que quelqu'un a fait le compte de l'année dernière? Je crois qu'Adrien a perdu, mais je ne sais pas qui a gagné en fait. Adrien a perdu, ça c'est sûr. Ouais. Alors moi j'ai pas tenu le compte. Non, faudrait recompter. Faudrait recompter. On le fera peut-être pour le prochain pod éventuellement. Personne n'a tenu le compte, mais c'est moi qui ai perdu, hein, évidemment. T'étais déjà allé à la rue. Non, t'étais loin derrière. Franchement, t'étais vraiment derrière. Sans te manquer de respect, t'étais vraiment loin derrière. Allez, on se relance. cette année, Adrien. Elle est pour toi celle-là. Allez, on commence. On se déplace aux Clippers. Enfin, se déplacer. Grand mot. Alors, Clippers, victoire pour nous. Adrien. Ça, c'est comme les OM Lyon quand tu vas les 120 ans de ton club. On va perdre. Aïe. Merde.
Allez, ça joue la grosse cote. S'il n'y a pas Rondo, on gagne. Donc, allez, victoire. Allez, après on reçoit Utah. Utah, c'est relou ça par contre. Hein. En début de saison comme ça, ils vont avoir la dalle en plus, c'est sûr. Allez, moi je vais dire victoire. Franchement, je vais dire victoire. Dynamique LeBron AD, ils vont écraser les Clippers et après ils vont bouffer Utah. Même si j'y crois pas trop en réalité, mais allez. Adrien. Je vais mettre une défaite aussi. Oh non. Non, pas toi. Mais si, mais l'équipe elle est pas en place encore. Hein. Non, ouais, c'est sûr. C'est exactement ce que je me suis dit. On va l'avoir tourné dans tes exums. On peut rien faire. T'es mort. Je suis pas. À un moment donné quoi. Après O'Neal et Exum, c'est foutu. C'est ça. Arrête. Mais moi j'ai mis défaite en tout cas. Okay. On reçoit Charlotte en suivant. Non, ça, victoire. Voilà. Allez, victoire. On reçoit Memphis. Victoire. Ouais, victoire, Memphis quand même. Victoire aussi. J'ai fait pour 2 semaines. Du coup, on se déplace à Dallas. Ah, victoire. Tu vois. Victoire pour Adrien, Nas. Ouais, victoire. Franchement, victoire. Je suis très optimiste, mais victoire. Victoire pour moi aussi. Déplacement à San Antonio. Ah, défaite. Pour moi, défaite. Ah, c'est là que ça va coincer pour moi. Non, mais les Spurs, c'est pas très beau. Hein, de ce que je sais. Voilà. Pour moi, ça va. Tous les mecs qui se sont astiqués sur des gens témorés là, pendant un an. Ah là là, super défense. Vous allez voir le grand joueur. Putain, ça commence. En fait, il revient avec des intentions. Non, mais sérieux, il faut les écouter les fans des Spurs. Ah, mais la ligne arrière, des gens témorés, Derrick White, top 5 de la ligue. Hein. Arrêtez. Et Bryn Forbes qui rentre après. Voilà. Quoique, Bryn Forbes c'est très bon. C'est très bon. Spartan, il est fort. C'est ça, ouais. Moi j'ai mis victoire contre San Antonio. Adrien. Victoire. Victoire. Oh. Ouais. Et déplacement à Chicago. Non mais ça c'est victoire aussi, c'est gratuit. On a un calendrier. En vrai on n'a pas un calendrier très compliqué hein, pour. Non, c'est gentil. Victoire aussi pour toi Adrien. Ouais, je vais mettre victoire. Tu sais qu'à Kamenas il a fait t'as mis une défaite. Ouais, j'ai mis une défaite contre les Spurs moi. Ok, d'accord. Moi je mets victoire à Chicago. Ouais. Mais je serais presque à mettre la défaite. C'est le genre de match qu'on peut. Je vais mettre défaite. C'est vrai que je mets défaite. Défaite. Ouais, il va y avoir des ouais. Ah, c'est nickel ça. Tu as commencé avec un 2 résultats justes sur 7. Parfait. Tu mets quoi toi Clément? Moi j'ai mis victoire. Ok, moi aussi. Ok. Bon messieurs, pas de top, pas de flop du coup. Ah non. Pour ce début de saison. Content que Luke Walton ne soit plus là, putain. Flop dans lequel on l'a mis la saison dernière. Faut quand même pas oublier qu'on est plus coaché par Luke Walton et ça c'est quand même bien. Ouais. On aurait pu le remplacer par quelqu'un de plus compétent, mais bon. Et ça c'est toujours la question à $1 million, mais écoutez, moi tu me demandes de choisir entre Frank Vogel ou Luke Walton. Pour moi le choix il est. Attendez, franchement c'était pas quand même plaisant de se dire que t'avais très régulièrement Anthony Davis et LeBron sur le terrain ensemble, mais que quasiment jamais il y en avait aucun des deux sur le parquet. Alors ça c'était quand même plaisant, et te dire que si t'avais eu ces deux mecs là sous Walton, ça aurait été complètement différent, tu vois, t'aurais eu des rotations, de l'espace, alors qu'il suffisait que t'en mettes l'un ou l'autre qui va un peu carrer l'équipe quand il le faut, tu vois. Et voilà, te dire quand même que Vogel il est quand même réveillé quoi, tu vois. C'est pas le meilleur coach de la terre c'est sûr, mais voilà, il fait pas n'importe quoi non plus. Enfin, j'espère. On va attendre quelques matchs avant de l'enterrer ou pas. Ouais. On part sur un mot de la fin. Il a règle de bonnes intentions, donc on va quand même lui laisser jusqu'à décembre, janvier pour voir un peu quel est vraiment son impact tactique. Ouais. Adrien, ton mot de la fin? Mon mot de la fin, oui, j'ai envie de dire une chose, c'est que c'est quand même notre 3e saison de podcast qui coïnciderait presque moi à ma 3e saison dans cette magnifique équipe qui est Lakers France. Alors ouais, je sais, à l'heure on est devenu le premier compte parmi les comptes FR, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, hein. Je sais pas, on n'avait pas vraiment prévu de nouveautés. Alors, je sais qu'on avait réfléchi peut-être à une idée de faire des soirées un peu, tu vois, orientées Lakers, tout ça, dans le cinéma. Mais la mentalité très 39-45 de certains sites nous ont dissuadés de la chose. Donc, peut-être plus tard, on verra. Oh, Zinedine! Oh non! Pas ça! Je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Là, c'est un mot de la fin après ça. Un petit mot de la fin. Merci à tous toujours de nous suivre. On a de plus en plus de monde qui nous suivent. Comme Adri le soulignait, premier compte FR depuis peu. 19 000 aujourd'hui en plus. Donc c'est génial en espérant que ça continue ainsi.
Toujours plus de gens qui nous aiment, toujours plus de gens qui nous aiment pas. De toute façon, je crois pas qu'on soit là pour tweeter, pour faire plaisir aux gens, hein, n'est-ce pas? Depuis le début, on est juste là pour parler basket, parler moi un peu rap de temps en temps, parler analyse tactique, parler un peu potin, parler un peu de tout quoi finalement, se laisser aller et puis kiffer. S'il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient pas, tant pis pour eux. Et puis voilà, merci à tous de nous avoir écoutés comme d'habitude, et à bientôt. Et moi je tiens à dire que je vous apprécie tous, mais plus particulièrement Jaylen Brown qui vient d'enculer Danny Ainge avec ses 115 millions sur 4 ans. Voilà, on se retrouve après 2 semaines de compétition, messieurs, mesdames. Bonne soirée à vous et à bientôt. Ciao. Ciao.